Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter, comme d'habitude, deux histoires qui font bien flipper. Je ne sais même pas pourquoi je continue de le préciser parce que ça fait 5 ans que je fais la même chose. Mais bon, je me dis qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent chaque fois sur les vidéos, c'est pour ça que je continue. En tout cas, je tenais à vous remercier pour tout le soutien qu'il y a eu récemment, je crois qu'on a atteint les 500 abonnés par jour. Enfin, c'était pas tous les jours, c'était ce lundi je crois. Et vraiment, si tu regardes la vidéo et que tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et si jamais ça vous a pas encore convaincu, dites-vous que c'est mon petit cadeau de Noël. Plus sincèrement, merci de me soutenir comme vous le faites depuis des années, c'est juste incroyable. J'espère que les projets 2026 vont vous plaire, en tout cas ne vous inquiétez pas, il y aura encore des vidéos thread d'horreur avec la BD qui sort fin d'année 2026. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit, mais avant de passer à la première histoire, mes amis, je voulais discuter d'un petit truc. Pour moi, c'est super important de chaque jour prendre un peu de temps pour souffler un peu, histoire de se retrouver aussi avec soi-même. Alors perso, moi je me fais des grandes réflexions sur ma vie quand je suis sous la douche à 2h du matin. Pourquoi je ne sais pas, mais ça me fait du bien. Et peut-être que pour d'autres personnes, ce sera en discutant avec quelqu'un. C'est pour ça, mes amis, qu'aujourd'hui je suis content de vous présenter le sponsor du jour, c'est BetterHelp. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous met en relation avec un thérapeute certifié en fonction de vos besoins et c'est pas juste le premier thérapeute disponible. Pour info, tous les thérapeutes sont des psychologues cliniciens et psychothérapeutes qui sont inscrits à l'ARS, donc je vous le rappelle, c'est l'agence régionale de santé, et ils ont au moins 3 ans d'expérience. Après avoir rempli un petit questionnaire pour exprimer vos besoins et vos préférences, un thérapeute vous est proposé et mes amis, si pour une question X ou Y vous souhaitez changer, sachez que vous pouvez le faire très facilement en quelques clics. D'ailleurs, vous pouvez discuter avec ce thérapeute soit par message, par téléphone ou même par visio, donc vous choisissez le moyen qui vous met le plus à l'aise. Et mes amis, selon moi, il y a 2 points qui sont importants. Déjà, vous n'êtes pas obligé d'aller mal pour utiliser leur plateforme. Parfois, on a simplement envie de discuter ou même de se confier à quelqu'un d'externe. Et deuxième point, et d'ailleurs selon moi c'est le plus important, il n'y a aucune honte à aller mal. Ça arrive à absolument tout le monde, moi y compris, pour la seule et bonne raison que nous sommes tous humains. Et si un jour vous avez besoin de faire une pause, c'est très facile, vous pouvez mettre votre abonnement en pause en un seul clic et vous pourrez reprendre exactement là où vous étiez arrêté avec le même thérapeute. Un autre avantage, c'est que vous pouvez échanger avec votre thérapeute entre les séances. Donc si quelque chose vous traverse l'esprit et que vous voulez en parler tout de suite sans attendre la prochaine séance, eh bien sachez que vous avez la possibilité de le faire. Si jamais vous êtes intéressé à tester la plateforme, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien qui se trouve en description, c'est betterhelp.com/melvin et vous bénéficierez de 10% sur votre premier mois de thérapie. Voilà, cette fois je vous ai tout dit, merci encore à BetterHelp de m'accompagner pour cette vidéo et moi je vous propose de passer à la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Charlie. Charlie, c'est une fille de 26 ans qui bosse dans un petit café-resto depuis 4 mois et elle nous dit qu'ils sont 6 à travailler là-dedans. Il y a 4 filles, 2 garçons et même si c'est pas une grande famille qui est très soudée en mode comme dans les films, eh bien ils s'entendent bien, ils se couvrent quand il faut et ils partagent les mêmes galères. En gros, tout le monde est dans le même bateau. Un soir, après une fermeture, l'équipe se sépare, chacun rentre chez soi et Charlie reste quelques minutes de plus pour finir 2-3 trucs que personne n'a envie de faire. Donc malheureusement, c'est elle qui s'y colle. D'abord, elle éteint la machine à café, elle sort pour jeter un sac poubelle derrière en vitesse et là, dans le fond du parking, elle voit un homme qui est immobile, il est debout, assez loin donc elle ne distingue pas son visage, mais elle nous raconte qu'il est assez près pour qu'elle sente que cette situation est particulière. Pourquoi est-ce que quelqu'un serait là, debout, immobile dans le parking à l'heure de la fermeture ? Ça n'a pas vraiment de sens. Charlie, elle voit que cette personne regarde en direction du restaurant. Et du coup, elle, son premier réflexe, c'est de rentrer à l'intérieur. Elle s'empresse de fermer l'établissement et elle rentre chez elle sans trop y penser. Sauf que le truc, c'est que le lendemain soir, à la fermeture, la silhouette, elle est encore là. Donc bon, Charlie, quand elle s'en rend compte, elle fronce les sourcils, elle regarde un peu plus longtemps, elle se dit que c'est étrange, mais elle essaye de se rassurer en se disant que le parking, c'est un parking public, que forcément il peut y avoir des gens, que ce n'est pas interdit d'être là, donc voilà. Elle essaye de se rassurer comme elle peut. À partir de là, les jours passent et l'homme, elle nous raconte qu'il est toujours devant le restaurant à la fermeture, mais il ne rentre jamais à l'intérieur. Bon, à un moment, Charlie, elle décide quand même d'en parler à ses collègues pour savoir tout simplement s'il y a quelqu'un de leur famille ou un ami qui viendrait les chercher le soir dans le parking, mais tout le monde est formel. Ils ont tous leur voiture ou du moins leur propre moyen de locomotion et ils rentrent tous par leurs propres moyens. Donc en gros, c'est impossible que cette silhouette fasse partie de la famille ou des amis de quelqu'un qui travaille ici. Et surtout, cette silhouette, son comportement, il est particulier parce qu'elle est toujours là, immobile, fixe, à regarder en direction du restaurant, mais elle n'agit pas, donc c'est particulier. Au fur et à mesure du temps, étant donné qu'il est là chaque soir, Charlie, elle se dit, bon, c'est une personne peut-être spéciale, elle n'est pas forcément dangereuse, mais le souci, c'est que plus les jours passent, plus elle se rend compte que la silhouette, elle ne rate aucun jour. Parfois, notre ami, ça lui arrive d'attendre un collègue histoire de ne pas sortir seul sur le parking, juste au cas où il arriverait quelque chose. Ou parfois, elle se dépêche tellement de fermer l'établissement qu'elle oublie la moitié des choses qu'elle doit faire. Et le truc, c'est que la fin de journée, ça devient toujours un moment qu'elle appréhende beaucoup, parce qu'elle sait qu'elle va probablement croiser cette silhouette. Enfin bref, l'histoire continue comme ça pendant plusieurs jours,
Et un soir, Charlie nous raconte qu'elle finit son service comme d'habitude. Il est assez tard, elle dit bonne nuit à ses collègues qui partent. Et là, il y a une de ses collègues qui lui dit écoute, je t'envoie un message quand je suis rentré à la maison. Charlie, elle lui dit ok et elle continue de fermer l'établissement pendant que sa collègue sort par derrière pour amener la poubelle et rentrer chez elle. Notre amie, elle attend le message de sa collègue toute la soirée. Sauf qu'il n'arrive jamais. Bon, elle a sûrement oublié, donc elle ne s'inquiète pas plus que ça. Mais le lendemain matin, lorsque Charlie arrive au travail, on lui indique que sa collègue n'est jamais rentrée la veille et que pire, sa famille a alerté la police. Là, Charlie, logiquement, elle se sent vraiment trop mal. Elle comprend que si elle n'a pas reçu le message la veille, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et elle ne peut pas s'empêcher de penser à l'homme qui les observe depuis plusieurs semaines, toujours à la fermeture et probablement... il y est pour quelque chose. Les jours passent et la disparition de sa collègue reste un total mystère. Les affiches se multiplient dans la rue, les clients posent des questions et l'ambiance, elle change radicalement. À partir de là, il y a 2 semaines qui se passent, c'est 2 semaines d'attente, de stress et d'angoisse. Et un matin, Charlie, elle arrive au travail et elle voit que son patron, il a une tête assez particulière. Très vite, il réunit tout le monde et il leur annonce une tragique nouvelle. Une deuxième employée de l'établissement a elle aussi disparu. Elle est également partie après la fermeture et elle n'est jamais rentrée à la maison, exactement comme son autre collègue. Bon, Charlie, elle s'assoit parce qu'elle ne sent même plus ses jambes. Elle regarde les autres et elle voit chez eux exactement la même chose qu'elle ressent. C'est tout simplement de l'angoisse et de la peur. Mais il y a un truc qui l'a fait vraiment flipper, c'est que cette fois-ci, ce n'est plus un hasard, ce n'est même plus une coïncidence et elle sait précisément où regarder si elle veut des réponses. Elle en est sûre et certaine. Ces disparitions sont forcément liées au mec du parking. Clairement, ça ne peut pas être un client parce qu'il n'est jamais rentré à l'intérieur. Sur les caméras de surveillance, on voit qu'il ne fait que les observer et ensuite, dès que les lumières s'éteignent, il se barre. Alors, on peut légitimement penser que ce mec est impliqué. Pour la première fois, Charlie admet vraiment que quelque chose de très grave se passe. Et si elle veut comprendre le pourquoi du comment, elle va peut-être devoir chercher un peu plus loin. À partir du moment où la deuxième collègue disparaît, tout change radicalement. Le resto n'a plus la même ambiance, personne n'ose vraiment en parler. C'est devenu un peu le sujet tabou et surtout, tout le monde est tendu. Par exemple, elle nous raconte que dès qu'il fait nuit, tout le monde jette des coups d'œil assez furtifs à l'extérieur. Quand ils doivent sortir, ils y vont toujours à 4 ou 5, ils vérifient toujours les serrures 4 fois. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les employés qui sentent que l'ambiance est très pesante, parce qu'il y a plusieurs clients qui demandent des nouvelles des 2 jeunes femmes disparues. D'autres évitent le sujet, ils sont carrément muets. Donc autant vous dire que l'atmosphère, elle devient très lourde. 2-3 membres de l'équipe essayent d'être rassurants. Dès qu'ils en ont l'occasion, ils se raccompagnent, histoire de ne pas être seuls. Mais Charlie, elle sent que ça suffit pas. C'est pas une question d'être accompagné ou quoi que ce soit, c'est plutôt une question de savoir ce qui est en train de se passer réellement. Et surtout, qu'est-ce qui se passe sur ce fameux parking à la fermeture? Un soir, après son service, elle nous raconte qu'elle reste un peu plus tard parce que le patron, il n'est pas là. Elle est partie régler autre chose et lui a demandé de rester là temporairement. Et malheureusement, tous les autres collègues, eux, ils se sont barrés. Du coup, Charlie, elle essaye de s'occuper, elle nettoie un peu le resto. Et évidemment, elle ne peut pas s'empêcher de penser à ses 2 collègues qui ont disparu. Elle repense à des souvenirs très douloureux, comme leur dernière soirée, aux innombrables poubelles qu'elles ont déjà sorties ensemble et tous les délires qu'il y a eu autour de ça. Et quand elle repense à ça, elle repense aussi à cette porte arrière, ce couloir très sombre qui mène au local à déchets, et d'un coup, elle se fiche complètement parce qu'elle capte que ses collègues ont disparu après la fermeture au moment précis où elle sortait les poubelles, et elle le sait parce que c'est toujours comme ça qu'elles finissent leur journée. Bon, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se tourne vers la petite pièce où se trouvent les écrans de surveillance. Elle sait bien que le patron a horreur qu'on y touche sans qu'il soit là, mais autant vous dire qu'elle en a rien à péter. Elle a un besoin, c'est de voir et de comprendre ce qui s'est passé sur ce parking. Alors, elle s'avance vers la salle, elle ouvre la porte, elle allume l'écran principal et elle fait défiler les images. D'abord, elle regarde les heures entre guillemets normales où il y a des clients et où les employés travaillent, puis elle avance jusqu'à la nuit de la première disparition. Elle accélère un peu et elle arrive à un moment où sa collègue sort par l'arrière. L'image, elle tremble légèrement parce que la caméra, elle est assez vieille, mais on distingue bien la jeune femme qui pousse la porte et qui marche en direction des poubelles. On la voit aussi lancer le sac dans la benne et là, quelque chose arrive. On voit sa collègue qui bascule en arrière comme si quelqu'un venait de l'attraper. On entend un cri très court et très brutal, puis plus rien. Malheureusement, on ne voit pas le ravisseur, donc la personne qui l'a enlevé, parce qu'il se tient exactement dans l'angle mort, comme s'il savait exactement où se mettre pour ne jamais apparaître à l'écran. Bon, en voyant ça, Charlie, elle est relativement choquée. Elle approche son visage de l'écran, elle vérifie encore, elle remonte quelques secondes et elle essaye de mettre pause pile au moment où quelqu'un l'attrape. Mais c'est pareil qu'avant,
on ne voit ni son corps ni son visage parce que cette personne est hors champ. La seule chose qu'on voit, c'est sa collègue qui est tirée vers l'arrière. Bon, plus de temps à perdre, elle passe directement au soir de la deuxième disparition. On y voit aussi sa collègue qui sort par l'arrière pour amener la poubelle et c'est exactement la même scène que la veille. On la voit se faire tirer en arrière par quelqu'un qu'on ne distingue pas. Charlie, à ce moment-là, elle se sent pas bien du tout, elle sent que son corps est en train de trembler parce que maintenant, il n'y a plus le moindre doute. C'est sûr et certain que c'est le type du parking qui les attend, qui se cache dans l'angle mort de la caméra et qui kidnappe ses collègues. Probablement que ce mec surveillait les horaires des filles et il savait exactement comment éviter les caméras. Quand elle y pense, Charlie, elle est en train de se décomposer sur place, elle se lève, elle interrompt la lecture des vidéos de surveillance histoire que son patron ne se doute de rien. Elle clique sur le bouton qui permet de réafficher ce que les caméras voient en temps réel. Du coup, ça s'actualise, mais là, elle reste complètement bloquée car elle revoit cette foutue silhouette devant le restaurant et ce, en direct. Évidemment, elle le reconnaît tout de suite, c'est l'homme qui est là à chaque fermeture. Et là, contrairement aux autres fois, il ne regarde pas le restaurant, il ne reste pas immobile comme d'habitude, mais il est en train de s'approcher dangereusement de l'établissement. Charlie, elle se penche en avant, elle plisse les yeux comme si elle voulait mieux voir, et elle voit que ce gars est en train de se rapprocher de plus en plus de la porte de l'établissement et qu'il tient dans ses mains quelque chose qui s'apparente à 2 fils métalliques. Dans sa tête, ça fait tilt, elle comprend très vite que ce mec va probablement essayer de crocheter la serrure, et le problème, c'est qu'elle est toute seule à l'intérieur. Elle attrape immédiatement son téléphone, elle compose le numéro de la police et elle leur explique qu'il y a déjà eu 2 disparitions, qu'ils sont au courant et qu'en ce moment même, elle voit les images de surveillance et que l'homme qui a fait ça, eh bien actuellement, il est devant sa porte avec 2 fils et que d'ici quelques minutes, elle sera probablement la 3e victime. À l'autre bout du fil, on lui dit que la patrouille la plus proche arrive mais qu'il faut quand même attendre quelques minutes. Charlie, elle leur dit écoutez, vous êtes drôle, mais c'est une question de vie ou de mort, dans quelques secondes, je suis loin. En disant ça, elle entend déjà des bruits qui proviennent de la porte. Elle sait qu'elle peut pas sortir à l'extérieur parce que ce mec va la rattraper. Elle sait aussi qu'elle ne peut pas rester dans la salle principale parce que si le mec il entre, c'est forcément la première qu'il va fouiller. Donc elle se dit, attends, la seule salle que je peux fermer depuis l'intérieur à clé, c'est la salle de vidéosurveillance. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reste là, elle verrouille la porte, elle éteint toute lumière ou toute source de lumière qu'il y a dans cette pièce, elle colle son dos contre le mur et elle écoute absolument tout en regardant toujours les vidéos de surveillance. Quelques secondes plus tard, un bruit résonne dans le restaurant et Charlie, elle comprend que la porte d'entrée, elle vient de céder, ce qui veut dire que le mec est à l'intérieur. Elle entend des pas qui sont très lents dans le couloir, donc c'est anxiogène à souhait. Et surtout, elle entend quelque chose qui va la terrifier, parce que ce mec est en train d'appeler son prénom. Notre amie, à ce moment-là, elle retient son souffle, elle entend l'homme qui la cherche dans le restaurant, et au bout d'un moment, ses pas se rapprochent de la porte de la pièce dans laquelle elle est. Elle entend le métal de la porte qui bouge, la serrure qui craque, et là, il n'y a pas de doute, elle comprend très vite que ce mec va finir par entrer et que c'est la 3e victime, et que d'ici une trentaine de secondes, tout sera terminé. Charlie, elle observe autour d'elle un peu comme si c'était ses dernières observations. Elle est complètement désespérée, et là, elle voit une petite fenêtre qui est assez en hauteur. Mais le problème, c'est qu'elle est relativement haute. Mais bon, elle réfléchit pas, elle prend la chaise qui est au poste de surveillance. C'est une chaise à roulettes, donc à tout moment, elle se pète la gueule. Mais vous me direz, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Bon, elle la met sous la fenêtre, elle monte dessus, elle se hisse à la force de ses bras, et juste au moment où elle parvient à passer dans la fenêtre, elle entend la porte de la salle qui est en train de s'ouvrir. Elle se glisse à l'extérieur, elle fait une petite chute, mais heureusement, elle retombe bien. Il y a juste son coude qui est un petit peu en sang parce qu'elle a tapé par terre, mais c'est rien de grave. Et à l'extérieur, il fait nuit noire. Donc la priorité, c'est de savoir où on est et de partir très vite. Grâce à un lampadaire un petit peu plus loin, il y a vite fait de la lumière. Elle se met à courir vers l'avant du restaurant en priant pour que la police arrive très vite. Mais là, elle tombe nez à nez avec ce mec qui a malheureusement été plus rapide qu'elle. Et visiblement, ce malade a fait demi-tour comme s'il savait exactement où elle allait aller. Où elle allait aller, c'est assez compliqué à dire, mais vous m'avez compris. Là, Charlie, elle panique complètement. Ils sont tous les deux face à face. Et pour la première fois depuis le début de l'histoire, elle voit le visage de cet homme et il lui dit une phrase qui lui glace complètement le sang. Il lui dit « Charlie, je savais que tu serais la plus dure à attraper. » En entendant ça, Charlie, elle sent que son cœur, il va exploser. Il ne lui reste plus qu'une seule solution pour échapper à ce malade, c'est courir de toutes ses forces. C'est exactement ce qu'elle fait, elle se barre dans la direction opposée. Sauf que malheureusement, il court beaucoup plus vite qu'elle et il la rattrape très vite. À un moment, il lui saute dessus par derrière, il la plaque au sol. Charlie, elle essaye de se défendre tant bien que mal, mais l'homme pose une main sur sa bouche. Il lui pince le nez comme s'il voulait l'empêcher de respirer. Et à ce moment précis, Charlie, dans sa tête, elle se dit «
ça y est, c'est fini, l'histoire est terminée, et probablement que ma vie également. Alors qu'elle est en train de lutter pour sa vie, elle voit au loin des lumières, et vous vous en doutez bien, c'est les gyrophares qui sont au bout du parking. L'homme, en voyant ça, il est complètement surpris. Il tourne la tête dans leur direction, maintenant il est plus concentré sur eux. Et Charlie, à ce moment-là, elle en profite pour lui mordre la main comme si elle mordait dans un steak. Logiquement, lui, il retire sa main et elle se met à hurler. Le gars essaye de la traîner sur le sol pour que la police ne la voie pas. Et elle essaye de se débattre de toutes ses forces. Elle donne des coups, elle essaye de le mordre quand c'est possible. Mais malheureusement, il est plus fort. Il arrive à la tirer sur quelques mètres, elle essaye d'attraper n'importe quoi, un bord de trottoir ou un poteau. Vraiment, elle essaye de s'accrocher au moindre objet qu'elle croise. Et surtout, elle continue d'hurler parce qu'elle sait que si elle se tait, eh bien, elle va disparaître comme les autres. Là, les policiers sortent très vite de leur voiture, ils se mettent à courir en leur direction et ils ont tous leur arme à la main et ils disent « Lâche-la immédiatement, sinon on fait feu ». L'homme ne les écoute pas, il continue de tirer Charlie comme si les policiers n'étaient pas là parce qu'il n'a qu'une idée en tête, c'est de l'emmener et de la faire disparaître. Les policiers lui répètent de lâcher Charlie, mais il ne ralentit même pas. Alors, ce que les policiers font, c'est qu'au lieu d'utiliser leur arme, ils foncent tout sur lui et ils le plaquent au sol. Le choc, il est tellement violent que malheureusement Charlie, elle se prend un ou deux coups. Pendant ce temps, les policiers menottent le gars et il est en train d'hurler comme s'il était possédé et elle a même de la peine à reprendre sa respiration. Un des policiers vient l'aider à se relever, lui demande si elle va bien, si elle a des blessures, mais malheureusement, elle ne répond pas tout de suite tellement elle est choquée. Le gars se fait relever par deux policiers, il le traîne jusqu'à la voiture et le gars, il tourne sa tête en direction de Charlie et il lui hurle quelque chose qui la traumatise. Enfin, ça aggrave vraiment le traumatisme parce qu'il lui dit « Charlie, tu aurais dû mourir la première ». La jeune femme reste plantée là, incapable de comprendre ce que ça veut vraiment dire, parce que jamais personne n'a dit que ses deux collègues étaient mortes. Jusqu'à maintenant, elles étaient encore portées disparues, mais pas décédées. Donc, est-ce que cette phrase sous-entend qu'elles sont décédées? Ça, on ne le sait pas encore. L'un des policiers lui dit « Écoute, ta gueule, rentre dans la voiture », il referme la porte, et tout à coup, le silence revient. Charlie s'assoit sur un banc parce que ses jambes ne tiennent plus du tout. Elle réalise gentiment que peut-être qu'elle vient d'échapper à la mort, et que si elle n'avait pas regardé les vidéos des caméras de surveillance, peut-être qu'elle ne serait plus là. Évidemment, Charlie passe la soirée au commissariat pour témoigner, pour donner des détails. Elle raconte absolument tout et les policiers la regardent avec admiration parce qu'ils se disent « mais elle vient de vivre une situation juste dramatique et elle a encore la force de pouvoir témoigner, de pouvoir donner autant de détails, malgré le fait qu'elle soit en état de choc. » À un moment, il y a un des agents qui lui explique que cet homme est déjà connu pour des comportements très inquiétants dans une autre ville, mais que malheureusement, ou plutôt heureusement, il n'y a jamais rien eu de concret, jamais de preuves, jamais de passage à l'acte, jamais d'agression, ni même de plainte. Charlie, dès qu'elle le peut, elle appelle ses parents, qui la rejoignent au commissariat. Autant vous dire qu'ils sont aussi choqués que leur fille, et ils remercient les policiers du fond du cœur parce que sans eux, leur fille ne serait peut-être plus là. Quelques jours plus tard, après l'interrogatoire de ce malade, la police apprend à Charlie et à toute l'entreprise que malheureusement, les deux collègues ont été retrouvés et qu'elles sont décédées. Visiblement, l'homme les avait emmenés chez lui pour leur faire du mal. Et c'est exactement ce qu'il comptait faire avec Charlie. Il a avoué, après des heures et des heures d'interrogatoire, qu'il surveillait les filles du restaurant depuis des semaines. Et la raison, elle est complètement bidon, enfin, elle est super bizarre, c'est qu'il a avoué avoir eu un coup de foudre pour Charlie, pas dans le bon sens comme vous vous en doutez, mais il dit qu'il l'aime tellement, qu'il la voit tellement en tant que femme de sa vie, qu'en fait, de voir ses collègues aller lui parler dans le restaurant ou même rigoler ou ce genre de truc, eh bien, ça le rendait extrêmement jaloux, et ce, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc ça veut tout simplement dire que si c'était un collègue ou une collègue qui avait sorti la poubelle, eh bien, l'issue aurait été la même. En fouillant son ordinateur, son téléphone, etc., la police a découvert qu'il a fait des millions de recherches sur Charlie, qu'il a pu trouver son prénom grâce au site internet du restaurant, qu'il a pu retrouver son adresse mail, son adresse. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est extrêmement glauque. Aujourd'hui, Charlie va mieux, mais elle est bien traumatisée par cette histoire. Dès le lendemain, elle a posé sa démission, elle ne retournera plus jamais dans ce restaurant. Et d'ailleurs, elle nous explique même qu'elle a quitté le monde de la restauration. Aujourd'hui, elle nous raconte qu'elle a repris des études qui n'ont rien à voir, et que peut-être c'est mieux ainsi. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu, je suis curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Personnellement, les histoires que je trouve ces derniers temps, je vous avoue que c'est pas que j'ai des doutes par rapport à leur véracité, mais un petit peu. Pour moi, ça me paraît quand même vachement gros, je veux dire, on sait pas dans quel pays ça s'est passé, mais on peut imaginer qu'on en aurait entendu parler d'une quelconque façon. Après, vous me direz si ça se passe dans un pays qui est à l'autre bout du monde, ben voilà, on peut ne jamais en entendre parler. Mais je dirais que les histoires que je trouve récemment, c'est des faits qui sont quand même assez gros. Donc moi je me dis, ça reste des histoires d'horreur, donc je vous les raconte sur la chaîne et j'attends vos retours. Après en soi, est-ce qu'elles sont vraies ou pas, ça change pas beaucoup la vidéo. Et de toute façon, on ne le saura jamais. Même si la personne qui a écrit l'histoire l'a inventée, statistiquement, une histoire comme ça s'est déjà probablement passée dans le monde. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, moi je vous propose de refaire un petit stock de boissons, et on est parti
pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Romain. Romain, c'est un garçon qui a 14 ans et il se décrit lui-même en disant que c'est un ado plutôt tranquille, qui est parfois un peu dans sa bulle, mais surtout, il n'est jamais méchant. C'est au contraire le genre de personne qui évite les histoires et qui préfère rester avec des écouteurs dans les oreilles plutôt que de se mêler des embrouilles qui ne le regardent pas. Et surtout, le problème, c'est qu'il en voit déjà assez à la maison. Romain nous raconte que dans sa famille, le gros problème depuis des années, c'est la dispute qu'il y a entre son père et son oncle. Et c'est une dispute tellement débile que même Romain n'a jamais vraiment compris comment ça avait pu commencer. Et même comment est-ce que ça a pu aller aussi loin. Il nous raconte qu'un jour, il y a des années, pendant un repas de famille, Romain avait fait quelque chose dont il ne se souvient même plus. Et son oncle s'en était mêlé en disant que son frère ne savait pas éduquer son enfant. Donc, vous l'aurez compris, Romain. Et depuis ce jour-là, c'est devenu la vraie guerre entre eux et ils ne se sont même plus parlé pendant des années. Parce que, en fait, le père de Romain, il estime que personne n'a donné son avis sur comment est-ce qu'il éduque son enfant. Ce qui, j'ai envie de dire, est plutôt légitime. Romain nous raconte qu'il a grandi avec cette ambiance très étrange au sein de sa maison. Et il nous explique qu'il voyait bien que son père était persuadé d'avoir raison. Il entendait aussi sa mère dire que le frère de son mari avait été trop loin. Mais au final, ce qu'il retient surtout, c'est que Noël, les anniversaires et toutes ces fêtes, normalement ce sont des moments où tu te retrouves avec ta famille, où il y a du bonheur et de la joie. Mais malheureusement, pour lui, ça n'existait plus. Ces moments-là, il les passe simplement avec ses parents, parfois un voisin ou une copine de la famille. Mais il n'y a jamais son oncle ou même ses enfants, donc les cousins et cousines de Romain, avec qui d'ailleurs il n'a quasiment jamais parlé. Ça a duré tellement longtemps, cette histoire, que Romain, il a fini par penser que ça resterait comme ça toute sa vie. Sauf que, justement, cette année-là, tout change. Le jeune garçon comprend très vite que quelque chose est différent parce qu'un soir, il rentre du collège et il voit son père qui est au téléphone. Il n'est pas énervé, ni même tendu comme il a l'habitude de l'être, mais il est un petit peu nerveux et même un peu hésitant, comme si ça lui faisait bizarre de reparler à quelqu'un après tout ce temps. Sa mère, elle est dans la cuisine, elle écoute tout de loin et elle sourit discrètement. Romain, sans qu'on lui dise quoi que ce soit, il devine très vite que son père et son oncle sont peut-être en train de se réconcilier. Apparemment, ils ont commencé par des messages, puis un appel, et au final, quelques semaines plus tard, la grande nouvelle tombe. Cette année, pour les fêtes de Noël, ils seront tous ensemble et tous réunis autour d'une même table. Bon, Romain, il ne sait pas trop comment le prendre au début, il n'est pas spécialement excité par la nouvelle, parce que comme je vous l'ai dit, cette partie de la famille, il ne la connaît pas vraiment. Et surtout, il ne garde aucun souvenir joyeux avec eux parce que, il n'en a pas. Il a simplement de temps en temps des images assez floues qui lui reviennent en tête, et ces images, ce sont celles d'un repas très lointain où tout le monde s'engueulait. Mais bon, il se dit qu'après tout, ça ne peut pas être pire qu'avant. Ça fera plaisir à ses parents, donc c'est tout bénef. Du coup, il fait comme tout le monde, il suit le mouvement, il se dit que c'est un repas de Noël avec des cadeaux, du chocolat, de la bonne bouffe, des trucs habituels. Même si l'ambiance, il nous dit qu'elle risque d'être assez particulière. Bref, le jour J arrive, Romain nous raconte qu'il se donne un petit peu plus de peine pour enfiler un pull un peu plus joli que d'habitude. Il monte dans la voiture en traînant les pieds et sans râler. Il écoute son père qui lui répète sans cesse que ça va bien se passer, que ça sera peut-être un peu gênant au début, mais qu'après ça va s'apaiser. Et en même temps, il observe sa mère qui essaye de cacher qu'elle est stressée, elle aussi, parce qu'elle sait très bien à quel point ces retrouvailles elle compte pour son mari. Parce que oui, après tout, l'oncle de Romain, c'est le frère de son père. Donc, ça a beaucoup d'importance. Dans la voiture, Romain ne dit rien, il met ses écouteurs, il regarde défiler les maisons par la fenêtre, et il essaye simplement de ne pas trop penser à comment ça va se passer là-bas. Quand ils arrivent devant la maison de son oncle, Romain se dit que ça ressemble à n'importe quelle maison de famille un petit peu paumée. Elle se trouve dans un quartier qui est assez tranquille, avec beaucoup de décorations de Noël. Il sonne, et quelques secondes plus tard, l'oncle vient ouvrir. Bon, ils s'embrassent un peu maladroitement pour se dire bonjour, genre ils se tapent dans le dos. Ils se disent que ça fait longtemps, beaucoup trop longtemps. Et Romain, il les regarde faire sans savoir où se mettre parce qu'il sait pas comment agir avec un oncle qui lui est presque inconnu. Puis, il voit son cousin arriver. Les deux ont à peu près le même âge et surtout, ils n'ont aucun souvenir en commun. Donc autant vous dire, mes amis, qu'à ce moment-là, Romain, c'est comme s'il découvrait de parfaits inconnus. Romain, il nous dit que son cousin, il le fixe d'un regard qui est un peu spécial, un petit peu trop fixe, mais il se dit que c'est parce qu'ils ne se connaissent pas et qu'ils n'ont pas l'habitude de se voir. Et que du coup, autant Romain que son cousin ne savent pas quoi dire. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il lui sourit par politesse, il essaye de lancer une conversation, mais son cousin ne répond pas vraiment, il se contente de hocher la tête, comme si tout ça le dépassait complètement. Enfin bref, la famille entre à l'intérieur de la maison, la soirée commence, les adultes, eux, parlent de tout et de rien, ils essaient de rattraper les années perdues en quelques heures, à un moment ils rigolent, ils forcent un peu pour détendre l'atmosphère, et franchement, ça fonctionne. Donc Romain, lui, il se dit que finalement, ça aurait pu être pire, son père a vraiment l'air heureux de revoir son frère, donc tout va bien. Les enfants, quant à eux, restent un peu à l'écart parce qu'ils n'ont que 14 ans, donc ils ne comprennent pas grand-chose. Et Romain, il se trouve toujours dans cette situation un peu malaisante où il ne sait pas comment discuter avec son cousin, ni même comment se rapprocher de lui parce qu'il sent qu'il est un peu étrange, comme s'il était absent, enfin...
Je sais pas, il a l'air bizarre, mais il ne pose pas trop de questions. Il ne juge pas et il se dit que tout le monde peut être un peu bizarre à sa façon. Et encore plus quand ça fait des années que vous n'avez plus de contact avec quelqu'un de votre propre famille. Là, en plus de ça, vous fêtez Noël avec, donc on vous l'impose indirectement. C'est compréhensible. À un moment, alors que les plats arrivent, la tante de Romain demande au garçon d'aller chercher un lot de serviettes dans la buanderie. Romain, il se lève sans réfléchir parce qu'il est habitué à donner un coup de main à la maison. Et son cousin, il le suit, sans dire un mot, pour lui montrer où est la buanderie. Il descend l'escalier, il longe le couloir. Romain ouvre la porte de la buanderie comme si c'était simplement une mission rapide et il pense juste à prendre les serviettes qui sont posées sur l'étagère du fond et à remonter très vite parce qu'il n'a pas envie de rester seul avec ce cousin un petit peu particulier. Sauf que, dès que la porte se referme derrière eux, Romain, il entend un bruit bizarre derrière lui. C'est une sorte de bruit de tissu qu'on agite comme si son cousin sortait quelque chose de sa poche. Alors il se retourne un peu mécaniquement pour voir ce qu'il fait, et là, son cerveau bloque complètement. Lui qui pensait que son cousin était en train de sortir un mouchoir pour se moucher ou je ne sais quoi, eh bien pas du tout. Il vient de sortir un couteau. C'est un vrai couteau, c'est pas un truc en plastique, un Lego ou quoi, et il le tient dans sa main sans aucune pression, comme si c'était normal de descendre à la buanderie avec un cut. Romain, il ne comprend même pas tout de suite, parce qu'au début il pense que c'est une blague ou un truc mal placé, alors il lui lâche simplement un « Mais mec, tu fais quoi avec ça ?» Son cousin, il le regarde avec un tel calme que ça met encore un malaise beaucoup plus grand, parce qu'il a un regard qui n'a rien à voir avec un mec de son âge. Il est très froid, très vide, dépourvu de toute émotion, et Romain, il comprend très vite qu'il ne s'agit pas d'un jeu, ni même d'une blague, ou encore moins d'un délire d'enfant qui veut faire peur à quelqu'un, et c'est à ce moment-là que son cousin avance d'un pas vers lui. Romain, il recule instinctivement, mais il n'a même pas le temps de poser une question, que son cousin lève le couteau, et il lui fonce dessus, sans aucune hésitation. Notre ami, il essaye d'esquiver, donc il fait un pas sur le côté, mais il sent une brûlure violente dans son bras. Il comprend très vite que son cousin a voulu lui planter le couteau dans le ventre mais que lui s'est protégé avec le bras. Donc malheureusement, c'est son bras qui a été coupé. Et surtout, il a été assez coupé pour que le sang coule directement. Donc tout simplement, il hurle de douleur. Son cousin avance encore vers lui avec ce regard qui fait plus peur que le couteau lui-même. Et notre ami, il n'oubliera jamais les mots qui sortent de sa bouche à ce moment-là. Parce qu'il lui dit « Papa a dit qu'il voulait te tuer, alors je le fais pour lui. » Parce que t'es pas de notre famille. Romain n'avait jamais pensé qu'un jour, quelqu'un pourrait prononcer une phrase pareille, et ce, en le regardant droit dans les yeux, et il panique tellement qu'il n'arrive même plus à réfléchir. Il voit simplement le couteau, il voit le sang qui coule de son bras, et son foutu cousin qui avance encore et encore. Et là, il fait la seule chose qu'il peut faire, c'est se débattre. Il le pousse, il lui donne un coup avec son épaule, et il met toute sa force, juste histoire de mettre un mètre de distance entre lui et son cousin. Évidemment, l'autre, il perd l'équilibre pendant 1 ou 2 secondes. Romain, il en profite, il se jette sur la porte, il tourne la poignée d'un coup, il reclaque la porte derrière lui en la bloquant. Il plaque son corps contre et il pousse de toutes ses forces, histoire d'empêcher toute personne d'entrer, et il entend simplement son cousin qui est derrière la porte en train d'essayer de la défoncer pour probablement essayer de buter Romain. Romain, il prend un petit objet pour caler la porte et il n'attend pas. Étant donné que lui il est du bon côté, donc il n'est pas dans la pièce, il est à l'extérieur, eh bien il remonte l'escalier en courant avec toujours du sang qui coule le long de son bras et quand il arrive dans le salon, il tombe presque en avant. Les adultes se retournent tous d'un coup, ils voient son bras, son visage et surtout, ils voient qu'il est en pleurs. Évidemment, ils comprennent immédiatement que quelque chose de grave vient de se produire. Romain, il n'arrive même pas à formuler une phrase tellement il est essoufflé et tellement il est sous le choc. Il dit simplement « couteau ». Il a voulu me tuer. Il montre son bras, il pointe du bout des doigts la buanderie. Son père, il descend en premier, derrière lui, il y a l'oncle. Ils descendent les marches à toute vitesse et ils enlèvent l'objet qui servait à caler la porte. Et quand ils l'ouvrent, ils n'ont même pas le temps de réfléchir quelques secondes que cet ado leur court dessus, toujours avec un regard vide et surtout, toujours avec le couteau en main. Bon, les 2 hommes, ils le retiennent et même si c'est des adultes et même s'ils sont 2, le gamin se débat comme un malade. Il essaye même de s'échapper et de passer dans le couloir pour atteindre Romain et il répète des phrases complètement incompréhensibles. Son père hurle son prénom sans réussir à le calmer et autant vous dire que la buanderie, ça devient un chaos total. Romain, il regarde la scène depuis les marches en étant incapable d'avancer ou même de reculer. Il voit son cousin qui essaye de l'atteindre encore et encore en boucle. D'un autre côté, il voit son père qui essaye de maintenir la lame loin de lui. Enfin bref, c'est une scène de chaos. Pendant ce temps, la mère est en train d'appeler les secours en disant que son fils vient de prendre un coup de couteau dans le bras et que visiblement il y a un ado qui est complètement incontrôlable devant eux. D'un coup, Romain comprend vraiment ce qui est en train de se passer. En fait, les adultes pensent avoir réglé une vieille dispute, mais pendant toutes ces années, son cousin a gardé une certaine rancœur envers lui. Il n'a pas compris que les mots peuvent dépasser la pensée et à l'époque, il a pris une phrase stupide au pied de la lettre. Il voit les 2 adultes qui essayent de maîtriser l'enfant, sauf qu'à un moment il arrive à s'échapper et il fonce tout droit en direction de Romain avec les bras devant lui. Mais heureusement, son père vient par derrière et il arrive à lui mettre un RKO et
et à maîtriser l'enfant. Les secours arrivent quelques minutes plus tard, mais ça paraît être une éternité pour Romain. Et quand les policiers entrent dans la maison, ils comprennent tout de suite que quelque chose a explosé ici. Ils immobilisent l'enfant, ils lui passent les menottes, même s'il est jeune, parce que c'est une pile. Il n'arrête pas de bouger, il se débat dans tous les sens. Et à un moment, il l'emmène dehors en le tenant à plusieurs parce qu'il se débat encore et encore. La tante de Romain, elle pleure, son oncle, il est blanc comme un linge, et son père, il n'arrête pas de regarder son fils pour vérifier qu'il est là, qu'il respire et qu'il n'est pas trop blessé, même s'il a le bras qui est quand même un peu coupé. Les soignants prennent en charge Romain, ils appuient sur la plaie sur son bras, ils lui posent une compresse, et son père, il reste à côté en nous expliquant qu'il fait ça pour le protéger, parce qu'il a peur que s'il détourne le regard, ce mec revienne l'agresser. À ce moment-là, Romain tremble encore, il est incapable de comprendre comment il a pu passer d'un repas de Noël qui se voulait joyeux à un couteau dans le bras et un ring de catch dans la buanderie. Et surtout, il se dit, mais merde, ma famille a tout fait pour essayer d'empêcher une embrouille. Ils se sont appelés, ils ont échangé des messages, ils ont mis les choses à plat, et il y a cette espèce de troubadour qui m'attaque avec un couteau. Comment est-ce que c'est possible? Plus tard, lorsqu'il arrive à l'hôpital, les médecins lui disent que la blessure n'est pas trop profonde et qu'il a eu de la chance, parce que à quelques centimètres près, c'était une blessure beaucoup plus grave. À partir de là, la police les laisse tranquilles parce qu'ils nous racontent qu'en fait, les parents n'ont pas voulu porter plainte parce que selon eux, c'est simplement une histoire entre jeunes. L'oncle explique au papa de Romain qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé parce que son fils n'a jamais eu de comportement violent avec qui que ce soit. Là, lorsqu'il entend ça, le père de Romain il se souvient de quelque chose de grave. C'est une phrase que son frère, donc l'oncle de Romain, avait prononcée lorsqu'ils étaient à un repas de famille et que Romain faisait des bêtises. Eh bien son oncle, il était fou de rage parce qu'il en pouvait plus. Il s'est levé et il a dit « je vais le tuer ». Ça a été balancé beaucoup trop vite, un peu comme si c'était sur le ton de la rigolade, mais pas vraiment. Et probablement que le cousin de Romain, donc le fils de son oncle, je sais pas si vous avez compris, eh bien lui, peut-être qu'il a gardé ça en tête comme si c'était une vraie phrase et qu'aujourd'hui, il en a profité pour essayer de la mettre en application. Quand la nuit tombe, les soignants informent la famille que le cousin de Romain a été transféré dans un service psychiatrique et que des spécialistes vont l'évaluer et que probablement il ne va pas rentrer tout de suite chez lui. Parce que oui, ce qu'il a fait, ce n'est pas juste un excès de colère, c'est un passage à l'acte très grave. Et évidemment, l'oncle de Romain, donc le père de l'enfant, il est en larmes en apprenant ça. Sa tante est effondrée et même le père de Romain, qui pourtant essaye d'être fort pour son fils, eh bien, il finit par craquer. Romain, à ce moment-là, il comprend que ce qu'il vient de vivre, ça ne partira probablement jamais de sa tête. Parce que, à la base, ils ne s'entendaient pas, ils pensaient s'être réconciliés, et au final, c'est encore pire qu'au début, parce que là, il y a eu un passage à l'acte, il y a eu volonté de nuire, et même volonté de lui ôter la vie. Donc, comment voulez-vous qu'un tel traumatisme passe ? Je ne sais pas. Plus tard, la femme de l'oncle et toute la famille de Romain rentrent à la maison, et à l'intérieur, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Le sapin clignote, le repas est encore à table. Bon, il est un petit peu froid, mais il est toujours à table. Romain et ses parents, ils reprennent les affaires, ils disent au revoir et ils foncent chez eux. Une fois à la maison, Romain monte directement dans sa chambre sans dire un mot. Il ferme la porte, il s'assoit sur son lit, il regarde son bras qui est bandé et il essaye d'imaginer ce qui aurait pu se passer s'il n'avait pas été assez rapide ou même s'il n'avait pas réussi à fermer la porte. Les jours suivants, il les passe à essayer d'oublier, à se remémorer ses flashs et il nous explique que son père et son oncle ont quand même gardé contact, mais que malheureusement, ça s'arrête à des messages ou des appels de temps en temps parce qu'ils ne se sont plus jamais revus en physique depuis ce jour-là. Romain a fini par apprendre que son cousin était rentré chez lui après plusieurs semaines, mais heureusement, ils n'habitent pas à côté, donc ils ne se sont jamais recroisés. Et j'ai envie de dire, c'est mieux ainsi. Voilà, c'est la fin de cette deuxième histoire, j'ai trouvé très intéressante parce que c'est une mécanique qu'on n'a pas encore vue. Celle-ci, personnellement, j'y crois un peu plus que la première. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé, en tout cas j'espère que vos repas de famille à vous se sont mieux passés que celui de Romain, et que tous les prochains qui arrivent, ils se passeront beaucoup mieux. Plus sincèrement, j'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous avez bien profité, et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle année comme il se doit. Voilà, moi je crois que je vous ai tout raconté, encore merci beaucoup pour tout votre soutien qu'il y a au quotidien. Là vraiment sur les réseaux sociaux, je vis un rêve éveillé, vous faites de cette aventure un truc incroyable. Donc, rien que pour ça, merci du fond du cœur. Voilà, moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.